La République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. On continue à s'intéresser à l'actualité politique avec Hémicycle, une chronique à suivre en vidéo sur notre page Facebook Live ainsi que sur YouTube. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre Merci comme tous les lundis après-midi. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous vous intéressez cet après-midi à la mise en garde sévère de Gérard Larcher, adressée à Emmanuel Macron. Le président LR du Sénat appelle le président de la République à ne pas être, je cite, le président de l'impuissance politique au lendemain des rencontres de Saint-Denis. Maintenant, il y a une exigence de résultats, précise-t-il. Oui, absolument. On peut dire que, d'ailleurs, pour contextualiser, les relations de Gérard Larcher, président du Sénat, vous l'avez rappelé, édile de Rambouillet aussi dans les Yvelines, avec la Macronie ont toujours été éminemment ambivalentes, voire tendues. Là, on est plutôt en mode tendu dans l'entretien du Parisien que nous allons commenter. Effectivement, il rebondit sur la réunion de Saint-Denis. La réunion de Saint-Denis produit pour l'instant des résultats mitigés. Enfin, c'est pas dit d'ailleurs qu'elle n'en produise aucun. Et rappelons-le, qui avait permis de réunir le président de la République ainsi que les chefs des partis rassemblés au Parlement. Absolument raison. Et donc là, si vous voulez, le président du Sénat joue son rôle de vigie démocratique et républicaine et, disons-le clairement, fait la leçon au président de la République, notamment sur l'échéance du texte de loi sur l'immigration, un texte de loi qui ne pourrait, selon lui, être adopté que s'il y avait l'organisation préalable d'un référendum, comme cela est évoqué souvent. Je vous cite Gérard Larcher, comme ça on aura, disons, la quintessence moelle de ses propos. Sans réforme constitutionnelle, déclare aux Parisiens le président du Sénat, il n'y aura pas de politique migratoire réelle et donc aucune politique d'intégration réussie. Et nous ouvrons la porte à l'extrême droite si on trompe encore les Français sur ce sujet. Si on trompe encore les Français sur ce sujet, vous voyez, la sémantique, de toute façon, on peut le prendre dans tous les sens du terme, n'est pas spécialement positive. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Gérard Larcher, qui est un homme très fin, il ne faut pas le sous-estimer, mais fin, mais à mon avis un peu pervers, a saisi que nous sommes à un moment où la Macronie recherche un second souffle. On va dire le quinquennat. Un souffle à aller rechercher du côté des LR. Eh bien évidemment. Et donc, si vous voulez, là, en quelque sorte, il joue un peu le rôle d'arbitre des élégances, voire d'arbitre tout court, en faisant très clairement la leçon à Macron sur ce terrain notamment. Il sait, il n'est pas idiot, qu'une loi relative à l'immigration, au contrôle des flux migratoires, est particulièrement attendue de la part d'un électorat LR. Donc ça, c'est le premier point. Alexis, sur ce point-là, l'accusé d'impuissance politique, c'est rappeler aussi l'image du président fainéant qu'avait utilisé Nicolas Sarkozy contre Jacques Chirac. Vous avez absolument raison. La sémantique est plus qu'ambiguë, elle est même hostile en réalité. Pointer un risque, vous le savez très bien, dans le langage politique, étant donné le caractère performatif du langage, c'est lui donner une existence, c'est crédibiliser ce risque. Donc effectivement, c'est un entretien incontestablement défavorable au président de la République, bien plus que les entretiens qui ont été donnés récemment par Nicolas Sarkozy dans le cadre de la tournée autour de son essai historique, enfin sur la deuxième partie de son quinquennat, le temps des combats. Et par ailleurs, il y a une explication de gravure sur l'espace, en quelque sorte, politique de la Macronie. Contrairement à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dont on sait qu'il est un peu un confident du prince, il n'est pas le seul, mais il s'entretient régulièrement avec Emmanuel Macron, peut-être même d'ailleurs avec Brigitte Macron. Contrairement à lui, Gérard Larcher martèle, en quelque sorte, que la ligne proposée par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, vous savez, en gros, une ligne de Macron et Bayrou à Zemmour. Bon, une ligne très large, donc qui conjoindrait des forces allant de l'ancien RPR old style dont se réclame Éric Zemmour jusqu'au centre-gauche, au fond, socialo-compatible de jadis, d'un Gabriel Attal, par exemple. Vous voyez que c'est... Avec cette phrase que vous citiez la semaine dernière, vous rappelez, rassembler les amis de messieurs Macron, Zemmour et Ciotti. Ce qui est donc une démarche, au fond, de rassemblement très large, avec les arrière-pensées de Nicolas Sarkozy, mais pas seulement, sa sincérité aussi. Rappelez-vous,
j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. C'est l'UMP du départ. Oui, c'est l'UMP du départ, mais c'est sa campagne de 2007. Souvenez-vous, sa campagne de 2007, elle est sur un double trépied. Patrick Buisson, qui au fond évoque de ce point de vue-là la ligne de reconquête, et de l'autre côté, Henri Hénault, qui, dit-il à l'époque, ma plume de gauche, qui va me faire aimer par tous ceux qui sont nostalgiques de la France de Léon Blum et de Jaurès. Et au fond, il est en train de, au-delà des arrière-pensées, il est en train de vendre cette ligne au président de la République. Larcher corrige la copie, en quelque sorte, du duo Macron-Sarkozy et dit, vous avez tout faux, vous ne pourrez jamais conjoindre des sensibilités aussi différentes, la vie politique a besoin de clarté, ajoute-t-il dans le Parisien, et sinon, il y a des grands écarts impossible. Donc vous voyez que c'est sévère sur toute la ligne, c'est sévère sur la ligne du volontarisme politique, c'est-à-dire il dit au fond à Macron, allez, 1 an et demi a déjà passé de ton 2e quinquennat, tu as promis en 2017 de réconcilier les Français, où en est-on? Il ne te reste que 3 ans et demi, c'est ça qu'il lui dit dans l'entretien, si on décrypte bien. Et il lui dit, par ailleurs, la stratégie politique de conjointement très large, allant en gros du lecteur moyen du JDD, si vous voulez, au lecteur moyen de l'Obs, ça peut pas marcher. Si on décrypte, c'est ça qu'il dit, vous voyez. Donc c'est, je crois. Donc c'est la droite LR ou personne. C'est exactement, c'est doublement sévère, avec une arrière-pensée, je pense, de la part de Gérard Larcher, parce qu'il faut toujours les voir dans le commentaire politique. C'est évidemment de préparer à terme cette fameuse candidature LR autour de laquelle ils réfléchissent, Monsieur Ciotti, Monsieur Wauquiez, etc., etc. Alexis, un autre membre des LR s'est illustré ce week-end, et pas des moindres, son patron, Éric Ciotti, qui dans une interview non pas au Parisien mais au Journal du Dimanche, a annoncé souhaiter expérimenter le port de l'uniforme dans les collèges de son département des Alpes-Maritimes. Idem pour Martine Vassal, députée LR des Bouches-du-Rhône. Le ministre de l'Éducation, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'était dit lui-même favorable au mois de juillet à de telles expérimentations, si les départements y étaient favorables évidemment. Cette tentation du retour de l'uniforme, est-ce qu'elle peut aller encore plus loin? Alors, je veux pas jouer les Madame Soleil parce que souvent ils se trompent, elles se trompent et ils se trompent. Mais au fond, c'est une idée à la mode. Je vous rappelle que la première dame, puisqu'on l'appelle comme ça, dans la tradition américaine, exportée en France, s'y était montrée favorable aux grandes dames de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Elle l'avait un petit peu pris de vitesse, elle avait pris Pap Ndiaye de vitesse en déclarant en janvier 2023, j'ai porté l'uniforme comme élève, avait dit Brigitte Macron, 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine, et je l'ai bien vécu. C'était à Amiens, dans une école catholique. Cela gomme les différences, on gagne du temps, c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin par rapport aux marques. Donc effectivement, au fond, c'est quoi cette idée? Quelle que soit la position de chacune et de chacun de nos auditeurs vis-à-vis de cette idée qui revient à la mode, c'est au fond de faire comme dans l'école de la Troisième République. L'école de la Troisième République, elle avait sans doute des défauts, mais elle avait pour qualité d'être indifférente, d'être aveugle, d'être blind, comme on dit aujourd'hui, aux affirmations identitaires et culturelles et sociales, bien sûr aussi, des élèves. Au fond, elle, par la blouse, elle pratiquait une sorte d'indifférence aux désinences sociales et religieuses, voire ethniques, des élèves. Donc, en distinguant par là également l'espace public de l'espace scolaire, c'est un espace neutre. C'est absolument évident. Si je ne suis pas pour un plaidoyer absolument, comment vous dire, unilatéral, mais pour analyser la situation. Pourquoi y a-t-il effectivement plusieurs voix dans la vie politique française? Madame Macron, Éric Zemmour l'année dernière, pourquoi y a-t-il plusieurs voix qui commencent à se lever, Éric Ciotti donc depuis avant-hier, pour dire que ça serait finalement pas mal de l'expérimenter. Même si Macron passe plutôt met en avant l'argument anti-consumériste presque par rapport à un autre débat qui est celui de l'identité. C'est-à-dire que si vous voulez, l'idée historiquement c'est les deux. C'est nous sommes indifférents aux désinences sociales car nous nous adressons en chacun à la personne humaine et pas à ses identités multiples, sociales, ethniques, religieuses, etc. Donc ça c'est au fondement, j'allais dire, de l'instruction publique à la française. C'est l'universalisme philosophique de l'instruction publique à la française. Et par ailleurs, vous avez absolument raison. Pour terminer, Alexis. Non, mais par ailleurs, vous avez absolument raison. C'est aussi un moyen de faire échapper les élèves à la dynamique d'aujourd'hui, on va dire, qui est la mise en avant de son identité au travers de marques. Effectivement, vous avez des compétitions dans les classes de collège, de lycée, etc., autour des marques. Donc, de ce point de vue-là, cette idée se présente comme une sorte de retour à la laïque. Alors, on va se dire clairement, une phrase, Alexis. On va dire clairement les choses. Je ne sais pas si c'est le cas des responsables publics que nous avons cités, mais il y a aussi évidemment l'idée que cela réglerait définitivement, en quelque sorte, la question de l'affichage identitaire des appartenances religieuses qui concerne évidemment notamment l'islam. C'est-à-dire que si vous avez un uniforme, là on peut dire que les abayas, etc., par définition n'entrent pas. Donc
on ne peut pas dissocier totalement. Sans en faire un débat sur la laïcité en tant que tel. Exactement. On ne peut pas dissocier totalement sur un plan politique la vogue dont bénéficie actuellement cette idée, auprès d'Éric Ciotti notamment, bien sûr, de la problématique plus générale de l'affichage ostensible des identités religieuses dans l'espace scolaire. Merci beaucoup, Merci Alexis à vous. Laproie, pour cette analyse politique à réécouter en podcast sur radioj.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming, également disponible en vidéo, bien sûr, sur YouTube. Nous serons demain également avec vous, Alexis, pour parler Avec joie. d'Emmanuel De la Macron, rentrée scolaire de l'élève Emmanuel Macron. du président Emmanuel Macron, qui sera en interview ce soir sur la chaîne Hugo Décrypte. Très bon À après-midi 18h, à vous. À absolument. 18h. ouais.